Bienvenue dans notre playlist spéciale pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat est devenue la première préoccupation des Français. Contrairement aux apparences, ce pouvoir d'achat a augmenté au cours du dernier quinquennat. Plus de 5% en moyenne. Sauf qu'avec la flambée des prix de l'énergie et des fruits et légumes, la vie semble de plus en plus chère. Alors, tous les candidats rivalisent de propositions pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Pour bien comprendre les enjeux, sachez que le SMIC avoisine les 1 600 € bruts par mois, soit 1 269 € net. Ce salaire minimum, 2 millions de personnes le touchent en France. Cela représente environ 10% des salariés. Le SMIC est revalorisé au moins une fois par an, en janvier, en fonction de l'inflation. Mais un coup de pouce pour le SMIC, cela a un coût pour les entreprises. C'est pourquoi, à droite, on propose plutôt une baisse des charges. D'autres mesures sont sur la table. Le blocage des prix de certains produits ou l'augmentation des petites retraites. En France, le salaire médian est de 1 837 € net par mois pour une personne seule. 3 857 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Cela signifie que la moitié des Français gagnent plus, et l'autre moitié, moins que ces montants. Selon une étude de l'INSEE, analysée par Aurélien Fleureau, le salaire médian en France marque le pas, par rapport à celui observé chez nos voisins européens. Si vous prenez la carte des revenus médians de la zone euro, la France se situe devant l'Italie ou l'Espagne, mais derrière l'Allemagne et les Pays-Bas et les pays scandinaves. Parmi les explications, la désindustrialisation qui a tiré les salaires français vers le bas. Et pour partager les richesses, il faut d'abord en créer, rappellent les économistes. Ensuite, ce sera le temps du débat, du choix politique. En Allemagne, les syndicats du secteur public ont demandé une augmentation des salaires de 5%. Autre exemple, le Japon, qui semble s'orienter, lui, vers des exonérations fiscales pour les entreprises qui vont augmenter les salaires. C'est une approche inédite, constate Christopher Dembik, directeur chez Saxo Bank, mais pas forcément duplicable en France. Ce qu'on doit bien prendre en considération, c'est qu'on reste une économie. Face à la flambée des prix et le retour de l'inflation, tous les candidats proposent d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. À gauche, cela passe par une revalorisation du SMIC, plus 15% pour Anne Hidalgo, soit 200 € de plus que les 1 269 € net actuels. Jean-Luc Mélenchon parle de 1 400 € net. Fabien Roussel de 1 500 €. À droite, Valérie Pécresse, qui a accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse pendant le quinquennat, défend une idée différente. Selon elle, il faut que le travail paye plus que l'assistance. Ma mesure, c'est de dire on va augmenter de 10% les salaires nets. Et je crois que c'est indispensable. Et pour toute la chaîne des salaires, pas que pour les salariés au SMIC, jusqu'à 3 000 € net. Et avec cette mesure-là, je pense qu'on redonnera envie aux Français, on redonnera leur dignité aux Français qui vont travailler. Et puis j'ajoute que, évidemment, je défiscalise toutes les heures sup, je fais sauter tous les plafonds, et je veux que la participation devienne la règle dans les entreprises. Je veux que les entreprises payent un véritable dividende salarié à leurs salariés. Suite à la proposition de Valérie Pécresse, Bruno Le Maire a vivement réagi. Selon le ministre des Finances d'Emmanuel Macron, cette mesure est irréaliste car elle a un coût exorbitant. Elle nous dit, ils vont cramer la caisse. Bon, d'abord, je ne sais pas très bien ce que veut dire cette expression. On a protégé les Français. Si elle voulait qu'on ne protège pas les Français pendant la crise, qu'elle l'assume. Mais l'argent qui a été dépensé, comme elle dit cramer la caisse, 16 points de dette publique en plus. C'était pour protéger les salariés, pour protéger les compétences, pour protéger les entreprises. Tous les candidats à la présidentielle, sans exception, proposent une augmentation générale des salaires de 10% qui coûte 25 milliards d'euros par an, qu'elle ne sait pas financer. Donc ce que je dénonce, c'est l'incohérence de tous ces candidats qui vous disent, d'un côté, vous dépensez trop, mais de l'autre, rassurez-vous, on va dépenser encore plus. Mais est-ce que vous dénoncez l'incohérence? Finalement, depuis, Valérie Pécresse a rétropédalé. Elle propose désormais, dans un premier temps, une augmentation de 3% via une baisse des cotisations vieillesse des salariés. Ce qui inspire cette analyse à Nicolas Bétou, le directeur de l'opinion. Cette péripétie est symptomatique de ce que la pêche aux voix peut produire dans une campagne. On le sait depuis le crash de la candidature de François Fillon. En France, on ne fait pas campagne sur l'austérité et la rigueur autrement qu'à son détriment. En fait, tout se passe comme si la France n'avait aucun problème d'argent.
Et comme si promettre des salaires, des dépenses et des aides 12 azimuts était un passage obligé de la campagne. Et puis j'ajoute que le quoi qu'il en coûte, plus le carnet de chèques qu'Emmanuel Macron a manié à tout bout de champ, plus les mesures anti-hausse des prix de l'énergie, tout ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de problème de déficit ou d'argent. La demande des Français est donc forte et elle alimente le concours de la mesure la plus payante politiquement, dans lequel se sont lancés la plupart des candidats à la présidentielle, avec le risque, bien sûr, de faire de cette élection un catalogue de promesses démagogiques. Les Français sont décidément un peuple étrange. Depuis 30 ou 40 ans, leurs dirigeants ont systématiquement oublié leurs engagements, ce qu'ils avaient pris pendant la campagne, et les Français sont encore à rêver à toujours plus de promesses et à croire que l'argent magique coulera encore demain à flot. Hormis pour le SMIC qui augmente chaque année le 1er janvier, c'est donc par négociation, entreprise par entreprise, branche par branche, que tout se joue. Et encore, il y a de moins en moins de hausses généralisées de salaires et de plus en plus de hausses individuelles. Face à la flambée des prix, pour garantir un minimum de pouvoir d'achat, voici ce que suggère de faire le MEDEF. Patrick Martin en est le numéro 2. Augmenter les salaires, oui, il y a différentes manières de le faire, et on ne peut pas le faire partout. Typiquement, il y a des difficultés de recrutement dans des secteurs gros employeurs. Je pense à la propreté, je pense à la sécurité, je pense à la restauration collective. Ça pose des problèmes d'attractivité dans la restauration aussi. Pas de chance, ce sont des secteurs dont les marges sont extrêmement courtes et où beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle sont en perte. Donc oui, il faut se pencher sur ce sujet-là, sur les salaires à proprement parler. Mais quand on parle des salaires, les salariés, eux, voient le salaire net. Donc il y a probablement des marges de manœuvre sur les charges sociales, sans déséquilibrer plus encore les régimes sociaux. Ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu avec l'État et les partenaires sociaux. Puis il y a les compléments de salaire, même si c'est pas juridiquement le terme, avec la participation, l'intéressement, aux entreprises de s'emparer, plus qu'elles ne le font actuellement, des dispositifs bonifiés, je dirais, par la loi Pacte en particulier. Mais qui sont compliqués. Genre un chef d'entreprise, il veut bien faire de la participation, mais s'il doit y passer 3 mois... Faisons sauter ces verrous. Mais les entreprises sont bien conscientes qu'elles doivent régler, pas seulement par des mesures de rémunération, les difficultés de recrutement. Il faut en face avoir une dynamique, il faut avoir une rentabilité, sans quoi on va vite tomber dans la polémique. J'insiste sur un point, le climat social actuellement, je parle du climat social dans les entreprises, pas dans la rue, est assez serein. 137 milliards d'euros. C'est l'ensemble des profits réalisés par les grandes entreprises françaises cotées en bourse en 2021. 137 milliards, le chiffre donne le tournis. Et même si le CAC 40 ne représente pas l'ensemble des entreprises en France, loin de là, il est temps de mieux redistribuer les richesses selon Laurent Berger, le leader de la CFDT. Le patronat, il faut qu'il comprenne que maintenant, il faut rendre un peu. Pendant cette période, et d'ailleurs, ils nous font parfois des leçons sur les dépenses publiques, mais heureusement qu'il y a eu la puissance publique pour financer l'économie pendant cette période. Donc, il faut maintenant rendre un peu. Et rendre un peu, ça veut dire que là où il y a des marges, là où il y a des salaires qui sont indécents, qui sont trop bas, qui sont en dessous du SMIC dans les branches professionnelles, ils se le doivent de négocier. C'est insupportable. Je vous prends un exemple. Dans les services à la personne, la différence entre le premier échelon de la grille salariale et le dernier, c'est 22 centimes. Ça veut dire que toute votre vie, quand vous êtes travailleurs, et c'est des travailleuses, ce sont des femmes dans ces secteurs-là, toute votre vie, vous êtes au SMIC. Et donc, le sujet n'est pas simplement le SMIC, qui doit être valorisé parce qu'il y a de l'inflation. Il est l'ensemble des salaires et de la répartition de la richesse. Mais Laurent Berger, que dites-vous à Geoffroy Roux de Bizet, mais plus largement d'ailleurs aux petits patrons, aux PME qui vous disent mais les entreprises sont tellement fonctionnées. Il y a eu des dividendes versés comme jamais dans l'année 2021, comme jamais. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu de la richesse créée. Si on rend aux actionnaires, et maintenant, il faut rendre au travail. Ça veut dire aux travailleurs ce qui a été créé comme richesse. Augmenter les salaires, à commencer par le SMIC, c'est ce que réclament les syndicats aux candidats. Mais, une hausse du salaire minimum est une fausse bonne idée, selon le chroniqueur économique Nicolas Bouzou. Les syndicats ont raison dans la mesure où les salaires dans notre pays sont bas, et en particulier les bas salaires, parce que le SMIC, en fait, il faut le regarder en taux horaire. Beaucoup de gens qui travaillent en SMIC sont à temps partiel et donc vont toucher 10,48 € par heure, ce qui est extrêmement faible. En fait, la question, c'est plutôt, est-ce que le SMIC est le bon outil pour augmenter les bas salaires ?
Et malheureusement, la vie est plus compliquée que ça. La réponse est non, pour 2 raisons. Première raison, quand on augmente le SMIC, et c'est très documenté, ça augmente le chômage chez les personnes les moins qualifiées, qui sont les plus fragiles. Puis la deuxième raison, c'est que le SMIC aujourd'hui concerne dans le secteur privé un peu plus de 2 millions de personnes. Quand vous augmentez le SMIC pour ces 2 millions de personnes et que les entreprises n'ont pas des profits très élevés, eh bien du coup elles se rattrapent en quelque sorte sur les salaires qui sont les plus élevés et ça écrase la hiérarchie des salaires. Donc le SMIC n'est sans doute pas le meilleur outil pour augmenter le salaire des gens qui sont les plus en difficulté dans notre pays. Augmenter le SMIC, une fausse bonne idée ? Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, va encore plus loin. Pour lui, c'est même la mauvaise solution. Ça va générer évidemment une augmentation de salaire aussi de tous les salaires au-dessus. Donc il y a un effet immédiat de 20%, grosso modo, d'augmentation de tous les salaires. À court terme, on peut espérer qu'il y ait un peu de relance de la demande et de la hausse de la consommation pour en tout cas ce qui est fabriqué en France, parce qu'il y a aussi, ça fait aussi un appel d'air pour les produits étrangers. Mais à moyen terme, ça crée du chômage parce que si le boulanger, le restaurateur ou le vendeur, le fabricant de n'importe quel produit manufacturé ne peut pas retraduire ça dans son prix, c'est sa marge et à un moment, c'est la fin de l'emploi. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment la mauvaise solution. Pour renforcer le pouvoir d'achat des Français, pour résumer, la gauche propose d'augmenter le SMIC, la droite de baisser les charges. Mais au sein des entreprises, il existe d'autres leviers, comme nous l'explique Emmanuel Dutheil. Il s'agit de l'intéressement, de la participation ou de l'actionnariat salarié. Le gouvernement a rendu juste avant la crise ces dispositifs moins coûteux pour les employeurs, pour que les petites entreprises, notamment, s'en emparent. Enfin, quelques chiffres. Si des accords existent dans quasiment 9 grosses entreprises sur 10, on tombe à moins de 2 sur 10 dans les plus petites. Au total, moins d'1 salarié sur 2 bénéficie en 2019 d'une de ces rémunérations complémentaires. Ce n'est bien évidemment pas assez. Alors, selon vous, les entreprises, notamment les petites, ont tout intérêt à se saisir de ces dispositifs ? Oui, c'est vraiment le moment pour accélérer. Les DRH eux-mêmes le disent. À la sortie de cette crise, les salariés ont besoin de reconnaissance. On aura beau le prendre par tous les sens, la reconnaissance, ça passe en partie par une meilleure rémunération. Ça permet aussi de donner un coup de pouce aux petites rémunérations dont on parle beaucoup. Le ministre de l'économie n'arrête pas de le rappeler. Il faut que le travail paie. Une manière aussi de rendre plus attractif un paquet de jobs sous tension qui n'arrivent pas à recruter. Et puis ces dispositifs d'intéressement et de participation permettent d'associer quasi en temps réel les salariés aux performances des entreprises. C'est indispensable pour que tout le monde se sente plus embarqué dans un projet commun. Il y a plein de petits patrons qui vous disent « Moi, l'intéressement, j'ai rien contre, mais par contre, j'ai pas envie d'y passer 3 mois. » Il y a aussi encore des problèmes de complexité administrative. En tout cas, pour que ça marche, il faut aussi, d'après vous, aller encore plus loin. Mais justement, vous venez de pointer le point principal. Il faut absolument simplifier encore toujours ces procédures pour mettre en place ces accords. Il faudra les rendre plus flexibles, peut-être plus automatiques. C'est le moment ou jamais, car selon les DRH, le dialogue social est en ce moment très apaisé au sein des entreprises. Et ça, il y a au moins une certitude, on sait que ça ne dure jamais très longtemps. Et si vous fixiez vous-même le montant de votre salaire ? L'idée vous paraît saugrenue et irréaliste ? Pourtant, elle existe. L'entreprise Lucas, qui emploie 300 salariés et qui édite des logiciels, le propose à tous ses salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté. Damien Grandemange, le directeur général, explique comment cela fonctionne. C'est assez simple en pratique. Donc on a un collège qui se réunit en début d'année pour fixer les salaires des personnes depuis 3 ans. Donc tout le monde y participe. Et en amont, on demande simplement à l'ensemble des salariés concernés de remplir un fichier en mettant leur souhait de salaire. Le fichier est accessible à tout le monde, ainsi qu'un benchmark des salaires des différents métiers qui sont pratiqués chez Lucas sur le marché. Comme ça, chacun a une référence pour fixer son salaire et tout le monde peut voir ce que les autres vont demander. Et le jour J, au moment du collège, chacun présente son souhait d'augmentation en l'argumentant et les autres peuvent réagir, dire éventuellement s'ils trouvent que c'est trop ou pas assez, ça peut arriver. Et à la fin, c'est le salarié qui a le dernier mot. Ça évite qu'il puisse y avoir des inégalités entre différents salariés, donc ça c'est déjà une bonne chose en soi. Et puis en vrai, c'est très responsabilisant. Ça permet d'avoir une culture d'entreprise dans laquelle les salariés savent qu'ils ont accès à l'information, ils se font confiance, ils ont confiance en l'entreprise leur fait confiance et ils se font confiance entre eux. Ce qui permet d'avoir des équipes encore plus motivées, j'ai envie de dire, que dans toutes les autres entreprises que j'ai connues précédemment. Fixer soi-même son salaire. L'idée fait rêver, mais elle est difficilement applicable dans toutes les entreprises.
La hausse du pouvoir d'achat va-t-elle passer par une augmentation du SMIC ou une baisse des charges? Quelle solution retiendra le futur président ou la future présidente? Début de réponse le 24 avril prochain.